Alors, merci pour cette invitation, mais malgré tout, un petit angoisse parce que l'addiction, c'est un processus, et ce que nous analysons avec nos animaux n'est probablement pas la même chose que la régulation, le circuit qui régule la nourriture. On le sait, puisqu'on arrive à rendre des animaux résistants à certaines drogues dures, mais il est pratiquement impossible sauf en faisant des lésions très très particulières, de toucher le système qui régule la nourriture. Je vais faire une présentation un peu mixte, c'est-à-dire que je vais à la fois vous parler de ces drogues dures, parce que c'est ça mon boulot, c'est là-dessus qu'on a travaillé, c'est là-dessus qu'on a essayé de raisonner. Je ferai un petit passage par la régulation justement de la nourriture, et puis comme je ne veux pas terminer uniquement sur la dopamine, parce que c'est ça dont je vais parler au début, je ferai une petite conclusion pour montrer que probablement la dopamine n'est que le dernier maillon d'une chaîne qui commence bien en amont, et en particulier avec d'autres neurotransmetteurs. Donc, première diapositive pour essayer de montrer comment nous travaillons, c'est-à-dire avec des entrées sensorielles, et puis ici, une sorte d'interface avec des sorties motrices, et ce que nous appelons ici, nous, les neurobiologistes, nous appelons ça le psychisme, bien que, évidemment, ça n'en soit pas, quoique, en fait, la sortie motrice sur le plan neurobiologique est identique à la sortie psychique. La psychique, c'est la différence, c'est que les sorties motrices, on les voit, et les sorties psychiques, on ne les voit pas. Mais elles ont lieu selon des mécanismes qui sont probablement très, très voisins. Et évidemment, les sorties motrices vont modifier les entrées sensorielles. Alors, à partir de là, alors là, il faut que je trouve le bon bouton. C'est lequel? C'est celui-là, d'accord. À partir de là, on sait qu'il y a énormément de neurones dans le système nerveux central, en l'occurrence 86 milliards, paraît-il. Là, on a les dendrites, ici, on a les arrivées, c'est les terminaisons, des autres neurones. Il y a 86 milliards et chaque neurone reçoit de 1000 à 10 000 contacts. Donc, c'est compliqué. Il y a en plus 100 neuromédiateurs, grosso modo, qui vont permettre la communication entre le site émetteur et le site récepteur. Alors, ce que l'on sait, je vais vous en parler très rapidement, c'est qu'il y a un circuit de la récompense. Vous en avez entendu parler de façon répétée, je pense, un circuit de la récompense, et que, miraculeusement, ce circuit de la récompense est régulé par un type de neuromodulateur. Et que ce fameux neuromodulateur, que vous connaissez tous bien sûr, c'est la dopamine, et que cette dopamine, elle est libérée de façon systématique par toutes les drogues qui déclenchent chez l'homme de la dépendance, c'est-à-dire amphétamine, cocaïne, morphine, héroïne, tabac et aussi de l'alcool. Donc la dopamine est libérée par ces drogues, cette dopamine stimule le circuit de la récompense et tout va bien, et on pense à partir de là qu'on a réglé le problème de la toxicomanie. Vous allez voir que c'est un tout petit peu plus compliqué malgré tout. Donc, à partir de là, on démarre dans les années 50 et on ne peut pas ne pas raconter cette fameuse histoire de Holtz et le Milner. Ici, vous avez le système dopaminergique que vous voyez en rouge qui démarre du mésencéphale et qui va vers l'avant du cerveau. Et ce qu'ont fait Holtz et Milner, c'est descendre des électrodes à différents endroits du cerveau et ont donné la possibilité à un animal de s'envoyer un petit choc électrique à la pointe de l'électrode en appuyant sur une pédale. Et il s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'animaux qui réagissent de façon un peu brutale et qui ne reviennent plus jamais sur la pédale, qu'il y en a d'autres qui s'en fichent complètement, qui passent sur la pédale, qui appuient, qui reviennent sans aucune importance. Et puis il y a un troisième groupe qui n'arrête pas d'arrêter sur la pédale, qui ne peut plus s'arrêter d'appuyer sur la pédale. Alors ça pose un problème parce que ces animaux vont finir par mourir. Pourquoi ils meurent? Pas à cause du choc électrique qui est très faible, mais tout simplement parce qu'ils oublient de manger. Donc le fait d'appuyer sur cette pédale va créer un shunt et ils oublient de manger. Alors certains ont pensé que c'était un jeu, donc ils ont proposé 2 pédales, une pédale pour le choc électrique et puis une pédale pour obtenir de la nourriture. Et les animaux laissent totalement tomber la pédale pour la nourriture, ils continuent sur la pédale électrique. Alors évidemment, ils ont regardé où se trouvaient les pointes de ces électrodes, et ils ont trouvé 2 endroits particuliers. Un premier endroit qui est l'hypothalamus, et là on peut comprendre l'hypothalamus qui régule justement la faim, qui régule la sexualité, qui régule la température. Donc une stimulation de l'hypothalamus, ça peut être intéressant pour un animal, et il revient. Puis il y a un autre endroit
qui était tout à fait inconnu à l'époque, si je puis dire. C'est un endroit qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Et quand l'électrode est dans cette aire tegmentale ventrale, l'animal n'arrête plus de s'auto-stimuler jusqu'à en mourir. Et la seule façon d'éviter qu'il meure, c'est de couper le courant. Donc, il y a quelque chose ici. En l'occurrence, compte tenu du schéma, vous voyez que ce sont les corps cellulaires dopaminergiques qui vont vers l'avant du cerveau et qui, semble-t-il, lorsqu'ils sont stimulés, font que l'animal est totalement satisfait et qu'il va le rechercher. Donc, deuxième type d'expérience fondamentale, on ne peut pas parler d'addiction sans parler de cette expérience. C'est l'expérience de Wolfram Schultz, un Suisse à Fribourg, qui prend un singe et qui descend dans le singe un enregistrement au niveau de la zone que je vous ai montrée, à savoir l'aire tegmentale ventrale. On peut revenir en arrière comme ça ? Voilà, comme ça. Cette zone-là, eh bien, il prend un singe et il va descendre, il va enregistrer. Il enregistre et ce qu'il voit ici, c'est que l'animal, le singe, donc qui est éveillé, qui a un cathéter dans la bouche, reçoit de façon aléatoire une goutte de jus de pomme. Et le singe adore le jus de pomme. Il adore le jus de pomme et on le voit ici, quand on regarde l'enregistrement des neurones à dopamine, on voit ici, ça c'est le reward, c'est la goutte de jus de pomme, et toc, les neurones dopaminergiques qui sont activés. Donc, c'est relativement satisfaisant. Et là, Wolfram Schultz a l'idée de présenter une seconde avant la goutte de jus de pomme, qui, je vous rappelle, vient de façon aléatoire, une seconde avant cette goutte de jus de pomme, d'ouvrir une lumière rouge, condition stimulus. Et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, eh bien, ce n'est plus la goutte de jus de pomme qui active les neurones à dopamine, mais c'est la lumière rouge. Ce qui veut dire en fait qu'il a déclenché un circuit quasi automatique de neurones à dopamine qui sont capables de prévoir la récompense. Nous avons tous cette chaîne de signifiants qui nous permet de savoir qu'il va y avoir une récompense et qui va probablement nous pousser à aller chercher cette récompense. Troisième expérience, eh bien, la récompense est prédite par la lumière rouge, mais la récompense n'arrive pas. Et ce que l'on voit, c'est qu'au moment où la récompense aurait dû arriver, il ne se passe rien. Mais dans les 250 millisecondes qui suivent, il y a une frustration et l'on voit cette baisse de l'activité de dopamine et ce trou ici. Donc, on a pu penser que c'était ça l'addiction. Que l'addiction, c'est simplement le fait de voir la récompense qui pourrait arriver et qui n'arrive pas. Donc, il y a frustration et on cherche à compenser ça. En fait, il y a un problème, c'est que cette baisse, elle dure 250 millisecondes, et on sait bien que l'addiction, ça dure un tout petit peu plus longtemps. Et puis le deuxième problème, et qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que la goutte de jus de pomme, c'est du sucre, et ça n'a jamais été considéré par les neurobiologistes, ou certains, pour la plupart des neurobiologistes, ce n'est pas une drogue toxicomanogène, ce n'est pas quelque chose qui va déclencher, et ça c'est un point très important, qui va déclencher l'addiction. On peut prendre du sucre pour se calmer, comme on l'a vu, pour supporter le manque, et on verra pourquoi, mais ce n'est pas le sucre qui va déclencher le phénomène addictif en tant que tel, qui est un peu plus complexe. Donc je vous présente ici le fameux circuit de la récompense, avec ici l'aire tegmentale ventrale, la dopamine qui va de façon très très divergente vers différentes structures. Ici, vous avez le circuit de la récompense avec le cortex préfrontal, le noyau du septum, l'accumbens, l'hippocampe, l'amygdale. Tous ces systèmes sont reliés entre eux et ils vont converger vers l'hypothalamus. L'hypothalamus, dont on parlait tout à l'heure, c'est une zone qui est complètement enfouie, qui ne reçoit aucune information directe de l'environnement. L'environnement, ce sont ces structures qui les filtrent et qui, en fonction de la situation extérieure, envoient des messages à l'hypothalamus qui va ou non activer le système dopaminergique pour qu'il puisse répondre à la demande. Alors, quand on a ce type de schéma, on est relativement content et on voit que si on prend de la dopamine, eh bien, le circuit de la récompense va être activé et même si par ailleurs ça va très mal, une drogue qui libère la dopamine nous donne la sensation que tout va très bien jusqu'à ce que le produit n'ait plus d'effet. Donc ça paraît relativement simple. Cela dit, c'était un travail sur des animaux. Donc un certain nombre de chercheurs se sont dit, est-ce que c'est pareil chez l'homme ? Et il y a eu pas mal de critiques disant, vous trouvez des trucs sur l'animal, mais chez l'homme, ça paraît plus difficile. Et une équipe de Hollandais s'est dit, on va essayer d'aller voir ce qui se passe chez l'homme dans des conditions. Et là, leur raisonnement est un peu, pourrait être discuté maintenant, mais leur raisonnement, c'était, pour voir le phénomène, il faut créer
un plaisir intense. Et comment est-ce qu'on peut créer un plaisir intense avec un orgasme? Donc ils ont décidé d'aller enregistrer l'activité cérébrale de jeunes hommes au cours de l'orgasme. Alors c'est un peu compliqué techniquement et on ne va pas en parler, mais si vous voulez je pourrais répondre à des questions, mais bon, ils ont réussi ce truc qui est extrêmement difficile, hein, parce que, enfin, en 2 mots, il faut injecter un produit radioactif dans les quelques secondes qui précèdent l'orgasme, donc il faut vraiment être extrêmement précis. Et ils ont obtenu effectivement ce phénomène où on voit l'activation de l'aire tegmentale ventrale, enfin ce qui correspond à l'aire tegmentale ventrale chez l'homme. Mais ce qu'ils ont trouvé aussi, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait des structures qui étaient inactivées, qui étaient désactivées. Et en particulier, une structure que l'on connaît bien, qui est l'amygdale, qui est une structure qui contrôle le danger, qui contrôle l'extérieur, qui, s'il est activé, signifie qu'il y a un danger. Et ils se sont aperçus effectivement que l'amygdale était désactivée au cours du plaisir. Il se trouve que la cocaïne, par exemple, fait la même chose, c'est-à-dire que la cocaïne active les neurones de ce mésencéphale dopaminergique, mais aussi diminue l'activité de l'amygdale, ce qui permet effectivement d'avoir cette sensation de force, de roi du monde que peut donner la cocaïne. Alors en l'occurrence, on voit ici ça c'est... alors comment est-ce que ce phénomène peut se faire? Eh bien c'est qu'en fait il y a une activation du cortex, et que cette activation du cortex va contrôler l'amygdale et va l'empêcher d'être activée. Si cette activation n'a pas lieu, à ce moment-là, l'amygdale est activée, le plaisir ne peut pas apparaître. Alors, on voit ici l'inactivation de l'amygdale. Donc ça, c'est la situation au cours de l'orgasme. Donc l'amygdale est inactivée, il est même inactivé même un peu avant. Et ça permet de comprendre un certain nombre de phénomènes, en particulier des phénomènes de viol, puisque au cours du viol, l'activité de l'amygdale est disons, exacerbée, et qu'à l'occasion d'un rapprochement physique dans les mois, dans les années qui suivent, l'amygdale sera de nouveau, par réaction quasi pavlovienne, activée et va bloquer tout processus tout ce processus de satisfaction. Donc ça, c'est intéressant, ça montre à quel point le système de récompense est un peu plus compliqué que ce que l'on pouvait penser au début. Moyennant quoi, le système de récompense, c'est effectivement le plaisir, mais l'addiction, ce n'est pas le plaisir. Alors, compte tenu de l'exemple que je viens de vous donner, on peut simplement voir que si l'on prend l'activité sexuelle qui est supposée donner énormément de plaisir, eh bien, cette activité sexuelle n'entraîne que peu d'addiction, en étant inférieure à 1% dans la population générale. En revanche, si vous prenez un autre produit qui donne relativement peu de plaisir, mais qui donne une certaine... Enfin, bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais qui donne une certaine relaxation, le tabac, eh bien, le tabac qui donne peu de plaisir est certainement le produit le plus addictif qui existe. C'est-à-dire que le tabac va donner 27% de dépendance, alors que l'activité sexuelle donne 0,9% de dépendance. Ça montre bien que le plaisir est peut-être l'amorce du processus, mais qu'ensuite, on va entrer dans des conditions complètement différentes qui font que probablement le produit qui va déclencher l'addiction le fait selon d'autres méthodes que simplement le fait de stimuler le circuit de la récompense. Et je terminerai là-dessus ensuite. Avant, je vais simplement vous montrer quelque chose parce que je n'oublie pas, je suis chez Gros, si je puis dire, et que malgré tout, il faut parler un peu de nourriture. Et ici, c'est une très belle expérience des années 2016 par Tellé et ses collègues. Vous voyez ici donc une zone qui reçoit la dopamine. Vous avez en bas la partie ventrale du striatum, ici la partie dorsale du striatum. Donc il y a énormément de dopamine qui arrive de là, de l'aire tegmentale ventrale. Et vous voyez qu'ici, avec ces rats, on va leur donner la possibilité de lécher du sucralose. Alors le sucralose, vous connaissez tous, ça a le goût de sucre, mais ça n'est pas du sucre et ça n'a aucun effet énergétique. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont mesurer la libération de dopamine chez ces animaux qui lèchent du sucralose et qui, en même temps, reçoivent des injections gastriques de glucose ou de sucralose. Et nous voyons ici qu'en ce qui concerne le striatum ventral, eh bien, il y a une augmentation de la dopamine, aussi bien avec du sucralose qu'avec du glucose. Donc,
c'est clair, les deux sont capables d'augmenter la dopamine de la zone ventrale. En revanche, lorsque l'on se met ici ensuite dans le striatum dorsal, on voit que le glucose, lui, est capable d'augmenter la dopamine du striatum dorsal, mais que le sucralose, qui n'a aucun effet énergétique, n'est plus capable d'augmenter la dopamine du striatum dorsal. Ce qui signifie qu'il y a évidemment dissociation entre les deux circuits, un circuit qui va intervenir sur le goût et sur le plaisir, puisqu'on en parlait, et puis un autre circuit qui intervient sur le côté énergétique. Et ça, c'est assez extraordinaire, c'est de penser qu'effectivement, cet animal à qui on a injecté du glucose directement intragastrique dans le ventre, disons, si je puis dire, eh bien, cet animal va avoir une réponse dopaminergique qui correspond à l'énergie qu'il va repérer à partir de son striatum dorsal. Alors, ils ont compliqué un peu, mais c'est simplement pour montrer que ça marche bien. Si on prend du sucralose amer qui ne donne plus de satisfaction, on voit que dans le striatum ventral, il n'y a plus d'activité dopaminergique. Et en revanche, le glucose, eh bien, dans le striatum dorsal, enfin plutôt le sucralose, va donner quand même, quand on injecte du glucose, va donner cette activation, etc. Et on trouve ici le contraire, quand on prend du glucose qui n'est non métabolisable, on voit qu'ici, il n'y a plus d'activité. En deux mots, il y a deux circuits. Les deux circuits repèrent le plaisir, le glucose ou le sucralose, mais le sucralose est capable d'activer uniquement le striatum ventral, alors que le glucose est capable d'activer les deux, et que son goût va intervenir, mais c'est l'effet énergétique qui va aussi intervenir et qui va faire que nous sommes en face de deux circuits différents. C'est ce que j'essayais de dire au début. Alors, je ne voudrais pas que... Oui, alors donc ça, c'est le résumé, c'est les conclusions. Donc, il existe au moins deux circuits dopaminergiques qui contrôlent l'aspect hédonique ou énergétique de l'aliment. Le striatum ventral analyse l'aspect hédonique. Le striatum dorsal est recruté par l'aspect énergétique. Donc, on voit qu'on est dans deux mécanismes différents et que quand on va raisonner par rapport à l'addiction, il va falloir faire un effort. En l'occurrence, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est très probable que l'addiction se crée par un phénomène, disons, environnemental, lié au développement, on va essayer d'en dire deux mots, et puis le sucre va venir éventuellement pour compenser ces déficits, mais compenser des déficits qui sont des déficits psychiques, mais qui n'ont pas été créés par le sucre. Alors que l'addiction sur laquelle nous travaillons, c'est comment est-ce que des drogues vont déclencher un problème d'addiction en intervenant sur les fonctions neuromodulatrices. Donc, je vais essayer de le faire et de terminer là-dessus parce que je ne voudrais pas partir d'ici et que vous pensiez qu'il n'y a que la dopamine qui est importante. Donc, je vais le faire assez rapidement et surtout pour vous présenter ce point fondamental, c'est l'existence de modulateurs dans le système nerveux central et l'existence de neurotransmetteurs. Alors, neurotransmetteurs, ils libèrent des produits comme le GABA, l'acide glutamique, le neuropeptide. 99,9% des neurones. 99,9% des neurones et les modulateurs, 0,1% minimum, enfin maximum des neurones, c'est-à-dire extrêmement peu. Et pourtant, à chaque fois qu'on utilise une drogue psychotrope, que ce soit les neuroleptiques, les antidépresseurs ou les produits toxicomanogènes, c'est toujours ces modulateurs qui interviennent. 5-hydroxytryptamine, ça veut dire sérotonine, noradrénaline, dopamine. Donc on a deux circuits de fonctionnement. Un premier circuit qui est le fonctionnement de base, point à point, c'est un émetteur, un récepteur, c'est le principe du téléphone portable, donc un modèle téléphonique, ça fait des réseaux, et de l'autre côté, vous avez un modèle radiophonique, diffus, qui part, par exemple, de l'aire tegmentale ventrale et qui va vers l'avant du cerveau de façon très divergente et qui s'appelle des modulateurs. Donc les modulateurs permettent au réseau de fonctionner correctement et les réseaux donnent des informations aux modulateurs en fonction de ce qu'ils perçoivent. Je me résume, je vais un peu vite, mais parce que j'ai 30 minutes. Alors donc, vous avez des entrées sensorielles ici, là un thalamus, qui est la zone du cerveau qui reçoit toutes les informations sensorielles et qui va les diverger dans différents endroits, des aires visuelles, auditives, somatosensorielles, vers le cortex. Simultanément, vous avez activation des neurones modulateurs, noradrénaline,
sérotonine. Ces modulateurs vont donner un sens aux entrées sensorielles, ici, de l'arrière vers l'avant du cerveau, et finalement on va arriver au cortex préfrontal, et ce cortex préfrontal va lui donner des informations à l'aire tegmentale ventrale, à la dopamine, qui va décider en fonction du sens des entrées sensorielles de la sortie comportementale adaptée, en créant des hiérarchies entre les structures corticales et sous-corticales. Cette dopamine est donc le dernier maillon de la chaîne. C'était un peu dur là, mais je pense que vous l'avez. Vous avez vu le problème, donc je vais très vite. Afférence, TOC, régulation, noradrénaline, sérotonine et puis dopamine. En fait, effectivement, quand on se met à travailler, quand on est neurobiologiste et qu'on travaille sur des animaux, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien, la dopamine varie. Du coup, tout le monde travaille sur la dopamine, c'est super, parce qu'évidemment, la dopamine intervient sur les circuits de la récompense, mais ce n'est pas elle qui décide. La dopamine n'est que l'esclave de ce qui se passe en amont, qui filtre. Alors, je fais ce genre de choses, en général ça m'amuse pour regarder toutes les têtes qui se lèvent, c'est que la noradrénaline va réagir à ce choc, à ce bruit. J'ai modifié le niveau sonore de ma voix, donc les gens... Alors c'est marrant parce qu'il y en a quand même 300 qui lèvent la tête presque en même temps, et cette noradrénaline est chargée de traiter l'environnement extérieur. Donc l'environnement extérieur, on peut parler du désir. Il se passe quelque chose à l'extérieur, la noradrénaline réagit, et la sérotonine, elle protège de l'événement extérieur. Elle protège, elle évite que tout le monde sorte en courant. Elle protège de façon à ce que le cerveau puisse continuer à fonctionner malgré l'événement extérieur. En fait, la sérotonine règle l'impulsivité, elle règle la pulsivité par rapport à la noradrénaline qui a envoyé son message, et donc ces deux systèmes sont couplés. Ils sont couplés de telle façon que lorsque la noradrénaline est activée, la sérotonine ralentit cette activation. Et ce que font les drogues, et je vais vous montrer très rapidement et je terminerai là-dessus, ce que font les drogues, c'est que les drogues addictogènes, ce qu'elles font, c'est qu'elles défont ce couplage entre les systèmes noradrénergiques et sérotoninergiques, si bien que la noradrénaline part n'importe où quand il y a découplage et la sérotonine n'est plus là pour la contrôler. Donc on est dans une situation particulièrement difficile qui pousse le toxicomane à reprendre du produit. Moyennant quoi, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, si je puis dire, par rapport à la dopamine, c'est que lorsque l'on prend du sucre, dont on a parlé déjà, lorsque l'on prend du sucre, il y a une particularité que l'on a vue très rapidement, c'est que le sucre ne passe pas par les systèmes noradrénergiques et sérotoninergiques. Il n'a pas besoin des systèmes noradrénergiques et sérotoninergiques. Il va directement sur la dopamine. Entre autres parce qu'il y a ce processus dont je vous ai parlé, énergétique. Donc le sucre va directement activer le système dopaminergique et va entraîner ce soulagement que l'on retrouve chez les gens qui disent « je suis addict au sucre ». En fait, ils ne sont pas addicts au sucre, ils ont disons, un problème psychologique, entre guillemets, et c'est très, très vague ce que je dis, et qui va être soulagé par le sucre. Mais alors que les addicts, les vrais, si je puis dire, ceux qui ont pris de l'héroïne ou ceux qui ont pris de la cocaïne, ont des dérégulations au niveau de leur système noradrénergique et sérotoninergique, et qu'il va falloir récupérer ce recouplage pour pouvoir être soulagé. Donc je termine là-dessus en vous montrant rapidement tout ça. Ici, ça c'est pour schématiser le circuit de la récompense avec la dopamine qui va dans une structure, donc le striatum ventral, noyau accumbens, et puis ce cortex qui contrôle la dopamine et qui, entre autres, aussi contrôle l'amygdale. En fait, il y a en amont la noradrénaline, la sérotonine qui arrive dans le cortex, ici, et là, ce glutamate va contrôler la dopamine. Donc encore une fois, vous avez cette dopamine qui est la dernière. Que se passe-t-il en fait? C'est que la noradrénaline contrôle la sérotonine par l'intermédiaire de récepteurs alpha 1B dont on ne va pas trop parler de ça. Et puis de l'autre côté, la sérotonine contrôle la noradrénaline par rapport à des structures, des récepteurs 5-HT2A. Bien. Quand on prend de façon répétée des drogues, et je n'ai pas le temps de vous montrer les expériences, mais elles sont spectaculaires, quand on donne des animaux de l'amphétamine de façon régulière, tout ce système se dérégule, l'animal devient super excité, et ce que l'on obtient, c'est une rupture de ce lien entre la sérotonine et la noradrénaline. Il y a un découplage. Et à ce moment-là, la noradrénaline va s'activer de façon intense à l'occasion
de la présentation de talc pour des cocaïnomanes, par exemple, et la sérotonine ne fera plus son boulot puisqu'elle ne reçoit plus de messages. Du coup, l'impulsion n'est plus contrôlée. Je termine avec une dernière diapositive parce que c'est amusant, c'est en ce moment ce qui nous arrive, c'est qu'on a essayé de rendre des animaux... C'est un peu long, hein, je suis désolé. Bon, non, mais si, je suis conscient d'être trop long, mais bon, tant pis. Alors... Je termine juste parce que c'est amusant, c'est qu'en fait, on a essayé de contrôler ce découplage, on a réussi à le faire chez des animaux en leur imposant de prendre de l'alcool, donc en les rendant dépendants à l'alcool, avec un biberon. Pendant 1 mois ou 15 jours, ils ne prennent que de l'alcool à 10%, et ensuite on leur donne la possibilité soit de prendre un biberon d'alcool, soit de prendre un biberon d'eau. On leur donne cette possibilité. Donc vous voyez ici des animaux qui vont continuer, ceux qui ne reçoivent rien, qui ne reçoivent pas le médicament en question, ces animaux vont continuer à prendre de l'alcool, 100% d'alcool, mais ceux qui reçoivent le médicament, en l'occurrence la cyproheptadine plus la prazosine, eh bien progressivement ils vont choisir l'eau, et en fait ces animaux se trouvent dans une situation où ils sont capables de résister à l'attrait de l'alcool, qui en fait ne leur apporte rien que des ennuis. Et donc là, ils sont capables de le faire. Et actuellement, nous avons été financés de façon merveilleuse par l'Europe pour essayer de tester ce médicament chez l'homme. Excusez-moi d'avoir été trop long, je vous remercie. Excusez-moi, vous avez dit cyproheptadine, c'est-à-dire l'ancien Désernyl, antisérotonergique qu'on utilisait dans les migraines. Et puis, il y a l'autre produit, c'était... C'est la prazosine, qui est un antagoniste alpha-1B adrénergique. À vos souhaits. Ouais. Prazosine, oui. Je ne me souviens plus du nom de spécialité. C'était c'est de Alpress. Une espèce d'antidépresseur limite. Non, c'est pour la prostate. C'est pour éviter l'hypertension. C'est un anti-hypertenseur. Mais en fait, ça permet de contrôler cette interrelation entre la noradrénaline et la sérotonine. Ça permet de ressensibiliser les récepteurs. Mais là, ça devient un peu trop technique. Voilà. Donc, il y aurait un médicament à l'étude dans ce domaine non seulement il est à l'étude, mais on a reçu, alors pas caché là, on a reçu beaucoup de millions, plusieurs millions de l'Europe pour le tester chez l'homme. Magnifique. On verra bien. Oui, c'est magnifique. Oui, magnifique. Pour l'instant, ça marche chez l'animal, mais on sait que l'homme et l'animal, il peut y avoir des différences. Bon, oui, il y a sûrement des différences. Alors, moi, j'étais quand même très heureux que vous réintroduisiez Freud et Pavlov dans votre présentation, indépendamment de tous les éléments d'information que vous nous avez apportés. Voilà, donc on va laisser la parole à la salle pour 1 ou 2 questions. Il y en a sans doute. Mademoiselle, oui. Là, vous avez traité le cas du sucre, en fait, oui. Qui en fait est différent des drogues. Oui. Qu'en est-il de la graisse ? De la graisse ? Oui, parce que j'avais la notion en fait que la graisse induisait les circuits endocannabinoïdes. Enfin, je ne sais pas si ce que je dis est exact, mais... Il faut se méfier de tout ce qui a été dit par rapport à la libération de produits qui vont déclencher de l'addiction. En particulier le sport qui va libérer des endorphines, etc. Et qui va rendre l'individu addict au sport. C'est une excellente idée de journaliste, mais c'est probablement pas exact. Donc il est possible que les lipides libèrent des endocannabinoïdes, mais comme le cannabis n'est en soi pas très toxicomaniogène, voire même très très peu, c'est pas pour ça que ça marche. Alors, ce qui est possible, en revanche, c'est que comme pour le sucre, les lipides entraînent une activation directe au niveau de la dopamine. Ça, c'est possible, mais on l'a pas testé. Mais c'est cette idée d'activation directe qui est importante. C'est vrai que c'est une des premières expériences qu'on a faites il y a très très longtemps chez le singe, c'est que l'injection de sucre va entraîner une activation dopaminergique très très importante qui ne passe pas par le système dont je parlais en amont, noradrénaline, sérotonine. Et qui par conséquent, le sucre n'est pas capable de créer le découplage. En revanche, il faut savoir que ces neurones noradrénergiques et sérotoninergiques ne sont pas du tout développés normalement à la naissance et que l'interaction qui existe entre ces deux systèmes va apparaître au cours du développement de l'individu. Donc si ce développement se fait relativement difficilement, les conditions socio-économiques, ce couplage sera plus ou moins fragile et donc certains individus seront plus sensibles à l'addiction alors que d'autres vont pouvoir, et je vous le dis entre nous, c'est que quand on donne de la cocaïne
à 100 personnes, il y en a 84% qui ne seront jamais dépendantes.